OK. Donc bienvenue. Bienvenue tout le monde pour, cette session du mois d'octobre. Ce soir, on a du contenu, on a du bon contenu. On a Serge qui revient pour faire un continu, enfin, une suite au sujet de la semaine dernière, donc ça va être super intéressant. Session du mois d'octobre, j'ouvre la porte à mes aux autres personnes de la session pour la bienvenue. Eh bien, bienvenue tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir. Voilà. Laurent, tu veux Oui, souhaiter la hello tout bienvenue? le monde. Pareil, plaisir de vous voir. Et puis, il y a encore un beau sujet lourd qui va faire la continuité de celui du mois passé. Là. Hâte de voir ce que Serge va nous présenter. Ça fait longtemps qu'en plus, il a rien présenté, notre ami Serge. Il a plutôt fait le modérateur, donc on va profiter à fond. Donc, quelques petites mises à jour juste avant de laisser la parole à Serge. Vous le savez, on a un événement qui s'en vient le 26 octobre. Donc, le 26 octobre, ça sera chez Microsoft, dans les bureaux de Microsoft. On a déjà une bonne liste de speakers qui sont déjà des conférenciers qui sont déjà validés. Il va y avoir une track complète en français. Donc, gardez votre journée, c'est un samedi, le 26 octobre. Il y aura une track complète en français, ça veut dire que vous asseyez dans la salle le matin et vous quittez l'après-midi et vous avez vu que du français, tout va bien. Il n'y aura pas que du français, il y aura aussi des conférenciers canadiens majoritairement, puisque la sélection c'est en priorité aux Français et ensuite aux Canadiens. Et à l'issue de cette journée, le 26, ce ne sera pas le jeudi, pardon, ce sera un samedi, on fera également une SharePoint juste après, donc ce sera sur le coup de 5 heures. L'heure n'est pas tout à fait bonne ici, mais ce sera juste après l'événement. Donc, à pas louper, une bonne SharePoint après les événements, en général, il y a plus de monde, donc c'est plus sympa. OK. Donc, les Community Days, le prochain, c'est le 26 octobre. Vous pouvez déjà retrouver les informations directement sur le site Community Days. Cette année encore, enfin cette fois-ci encore, on va utiliser pour l'instant, en tous les cas, Meetup pour le RSVP, mais c'est possible que vous receviez une invitation par un autre procédé qui est Run Event, qui est un autre partenaire d'événements et qui est un excellent logiciel pour pouvoir suivre l'organisation des événements, organisé par un très bon ami de Serge en Europe. Et ça sera, vous recevrez une invitation, vous aurez juste à valider le ticket, ça sera toujours gratuit et ce sera quelque chose qu'on vous enverra directement. Est-ce que vous avez des questions sur le 26 octobre? Non, tout va bien? Non. Parfait. Je ne vais pas prendre plus de temps. Oui, excuse-moi, vas-y, Amar. Partagez le lien, s'il te plaît, car je suis un nouveau arrivant au Canada. Bien sûr. J'ai déjà contacté Nicolas, je suis très intéressé Bien même sûr. de partager avec vous, car je suis plutôt sur Dynamics et Power Platform, alors je suis très intéressé par les événements et les groupes utilisateurs Microsoft. Bienvenue, des nouveaux. Bienvenue au Canada. Ouais. Ouais. Tu arrives juste à temps pour l'automne pour voir les couleurs et ensuite la belle neige et le froid. Serge, t'es pas cool, là. Si. Moi, j'ai trouvé ça dit de manière très positive par Serge. Donc, j'ai trouvé ça plutôt bien. Parfait. Donc, merci beaucoup, Amar. Et puis, bienvenue parmi nous. Comme d'habitude, faites du bruit autour de vous, communiquez les événements, ramenez du monde. Plus on est de visiteurs et de personnes, plus c'est intéressant. Et ce soir, on a la chance de voir le retour de Serge après le rugby. Oui. Donc, je te laisse la parole, Serge. The floor is yours. Oui, je vais commencer. Bonjour tout le monde. Je regarde la liste des participants. Je connais la majorité, mais il y a quand même des nouveaux. Là. Bienvenue à Mar. Il y a Ivo que je pense pas qu'on s'est rencontré déjà. Ivo, c'est un nouveau aussi dans le groupe? Oui, je viens juste de me joindre au groupe, moi aussi, puis j'ai bien hâte de vous rencontrer. J'espère être là le 26, donc ça va me faire plaisir qu'on se rencontre. Et merci d'organiser ces événements-là, c'est super intéressant. Ça fait plaisir. Fait que la session d'aujourd'hui, c'est pour faire une suite à la session du mois dernier. Puis en fait, je fais une session ce vendredi au Community Days à Ottawa
sur la gouvernance de Microsoft Loop. Fait que le mois dernier, je ne pouvais pas être là, malheureusement. J'aurais aimé ça pouvoir ajouter mon petit grain de sel pendant la conférence, mais la session était super bien organisée, ça a super bien été. Donc, c'est correct, mais j'ai plein de choses à ajouter à propos de Loop. On a parlé, ça fait quoi Loop, la dernière session? Fait que Loop, vous l'avez vu, là, c'est des outils qui nous permettent de pouvoir collaborer en temps réel, mais aussi de transporter cette collaboration-là à partir de n'importe quel endroit, que ce soit dans une conversation privée dans Teams, que ce soit dans une publication dans un canal, que ce soit dans un bloc-notes OneNote, que ce soit dans un tableau blanc, un whiteboard. On peut collaborer un peu tout. Il y a un endroit où on pouvait collaborer jusqu'au mois dernier, et j'en parlais justement avec Nico avant la session. C'était dans les documents Word. Jusqu'au mois dernier, on pouvait ajouter des composants Loop dans les documents Word et pouf, ça a disparu. On ne peut plus maintenant ajouter de composants Loop dans les documents Word et on ne sait pas si ça va revenir. Fait que ce que j'ai entendu entre les branches, c'est que la fonction de Loop dans les documents Word, ben, elle n'était pas vraiment disponible ou officielle. C'était une version qui était là en mode test. Puis il n'y avait pas beaucoup de monde qui l'utilisait. Donc, ils l'ont retirée. Elle va probablement revenir, j'espère, parce que il y a plusieurs commentaires qui ont été soulevés à propos de la perte du document Word. Un exemple que je faisais déjà avec des clients, ben, il y a un document Word, pour exemple, une réponse à un appel d'offres. Fait que tu as le document de réponse à l'appel d'offres qui est un document Word, mais tu peux ajouter la liste des tâches directement dans l'entête du document. Tu peux faire le suivi des tâches, assigner des tâches aux uns pour savoir quoi faire. Et cette liste de tâches-là, on peut l'envoyer par courriel à d'autres personnes. C'était vraiment cool. Fait que peut-être que ça va revenir, je l'espère. Tout ça pour dire que Loop, c'est nouveau. Il y a des changements qui arrivent, puis il y a des changements qui vont continuer d'arriver. J'ai une nouvelle formation Loop que je vais donner dans 2 semaines et ça fait 3 fois que je mets à jour la documentation en 1 mois et demi parce qu'il y a des nouvelles annonces, des nouvelles choses qui arrivent. Donc, moi, j'ai de la difficulté à suivre qui est là-dedans tous les jours. En passant, j'ai fait une session Loop. J'ai regardé mes choses à Ottawa il y a 2 ans et demi. J'ai fait une session sur Loop pour parler de Loop. Fait que ça fait longtemps que je parle de Loop pour l'utilisation, mais là, aujourd'hui, on va parler de la gouvernance. Première chose, j'aimerais ça vous entendre. Pour vous, c'est quoi la gouvernance? Est-ce qu'il y en a qui voudraient discuter? Parce que c'est quand même, oui, c'est une présentation, mais moi, les présentations, j'aime ça les rendre un peu dynamiques, fait que j'aime ça faire parler le monde. Je peux parler, je peux remplir les trous, mais ce serait le fun de vous entendre. Nathalie, tu veux parler? C'est quoi la gouvernance pour toi? C'est intéressant parce qu'on vient de débuter un projet de gouvernance des outils M365 où je travaille. Donc, on établit d'abord les rôles et responsabilités parce que souvent, on ne sait pas qui fait quoi, comment, pourquoi. Donc, ça, c'est des éléments importants. On travaille avec les gens de Microsoft pour établir tout ça. Puis, on veut établir à terme aussi des règles de bonne pratique parce que c'est la même chose. Par exemple, avec OneDrive, il n'y a pas eu de ligne directrice, donc ça s'est servi un peu n'importe comment. Puis, ça a des impacts, par exemple, de perte de documents, surtout lorsque les gens quittent. Puis, c'est un peu la panique parfois. Donc, pour moi, c'est ça, la gouvernance. Voilà, merci. OK. Quelqu'un qui veut ajouter quelque chose d'autre? C'est l'ensemble des process, des règles, des pratiques, des mécanismes utilisés pour diriger ou contrôler une organisation. Ça, c'est de façon générale. Oui, ben c'est un peu là, si on fait une petite recherche, puis on demande à ChatGPT ou à Google, c'est un ça, c'est peu, une manière. c'est la réponse. Puis c'est vrai aussi, c'est l'ensemble des process, des outils qu'on va mettre en place pour bien, pas juste bien gérer,
j'aime pas dire, c'est sûr qu'on va gérer la structure, on va gérer des choses, mais gérer, c'est comme on est là avec notre bâton, puis on va bang, 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 tu dois le faire comme ça. C'est plus d'utiliser les outils de la bonne façon pour s'assurer de la sécurité. Moi, ce que j'aime dire, là, c'est pour s'assurer de la sécurité de l'information, puis aussi d'une bonne utilisation que les gens, ben, quand on va mettre en place un nouveau produit dans notre organisation comme Loop, ben, on va y avoir pensé. Puis Nathalie l'a dit, là, un guide des bonnes pratiques ou d'aller amener des politiques d'utilisation pour s'assurer qu'il n'y a pas de perte d'information, pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite d'information. Laurent, tu avais quelque chose à ajouter? Ça me j'ai vu Non, dans... c'est beau. C'est beau, c'est OK. beau. Vas-y. Donc, des rôles et responsabilités, des bonnes pratiques d'utilisation, s'assurer de la sécurité des données. Ça ressemble un petit peu à ça, la gouvernance, je pense. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez ajouter? La durée de vie des données? La durée de vie des données, ça fait partie aussi. Ben oui, définitivement. C'est des règles qu'on va aller mettre en place. Mais qui va décider de ça? Est-ce que c'est le département d'informatique qui va aller décider de la durée de vie des données? Souvent, J'espère que non. Souvent, c'est juridique. C'est le propriétaire de la donnée qui va décider. C'est qui? Le propriétaire de la donnée. C'est lui qui sait combien de temps qu'il doit la garder. Ben ouais, dans certains cas, ça va être celui, le propriétaire des données ou le juridique, comme Stéphane a dit dans d'autres cas. Mais il faut analyser ces données-là pour savoir quel genre de données on va mettre là-dedans. Puis aussi, si on veut pouvoir gérer la durée de vie des données, ben, il va falloir savoir où elles sont, ces données-là. Oui, Nathalie? Juste une petite distinction. Il faut distinguer données de documents. Parce que en ce qui concerne les documents, il y a déjà des règles qui viennent de la loi des archives qui déterminent un calendrier de délai de conservation pour chaque type de document. En ce qui concerne les données, là, à ce moment-là, c'est, mettons, votre numéro de téléphone ou vous avez participé à un sondage, les données qui sont recueillies. Là aussi, il y a des lois qui sont soumises de protection des renseignements personnels et il ne faut pas conserver les données plus longtemps que nécessaire. C'est ce que la loi dit. Donc, ces deux aspects-là doivent être traités au niveau des données et de la documentation. Mais c'est deux choses différentes. Et souvent, ce ne sont pas les mêmes personnes qui gèrent données et qui gèrent documents. Oui, puis ben là, tu parles parce que tu travailles pour un organisme gouvernemental ou un organisme qui est régi par des droits d'accès à l'information puis des règles, mais il y a beaucoup d'entreprises que je rencontre qui n'en ont pas de ces règles-là. Et s'il n'y a rien de défini, fait qu'il va falloir, d'un, les définir. Il va falloir définir c'est quoi des données aussi. Est-ce que des notes de réunion, c'est des données qui doivent être conservées? Une question. Selon vous, est-ce que des notes de réunion, c'est des données qui doivent être conservées? Oui, Nathalie? Je suis désolée, j'ai beaucoup de réponses aujourd'hui, c'est le fun. Ben oui. En fait, ça dépend de la teneur des notes de réunion. Si c'est pour des décisions, il faut les conserver longtemps pour pouvoir s'appuyer là-dessus. Si c'est seulement des petites réunions d'équipe, puis je ne sais pas, moi, tu organises le party de Noël, bon, ça, non, on n'a pas besoin de conserver ça. Mais c'est vraiment par exemple, des réunions de gouvernance, il faut garder ça. Ça, c'est super important. Tout ce qui permet de définir des aspects de l'organisation, que ce soit privé ou public, doivent être conservés plus longtemps. Très bon point. Fait que là, on voit que plus on avance, ben c'est pas juste de garder des données, c'est quel genre de données on va garder. Puis selon le genre de données, ben, on les garde ou on les garde pas, et on les garde pendant 5 ans ou pendant 7 ans ou pendant 10 ans. Puis qui va pouvoir accéder à ces données-là? Fait que ça peut devenir hyper complexe, la gouvernance. C'était qui, Yvo ou Marc qui avait levé la main? Non, mais je veux rajouter juste, on a mis en place dans un projet le centre d'excellence de Power Platform. C'était avec un client du secteur privé, mais on était obligé
de choisir le partie prenante ou avoir un comité de gouvernance. C'était ça le cas. Alors, il faut informer tout le partie prenante, du juridique, des unités d'affaires, de l'IT, de la sécurité de l'information, et évaluer l'information, l'importance de l'information au sein de l'organisation, et puis définir la calendrier de conservation. Vous voyez, c'est ça ce qu'on a fait. Oui, en fait, moi aussi, j'avais la main levée pour exactement la même raison. J'ai été dans des organisations où c'était une question pour l'entreprise au complet. Il y avait l'équipe de gouvernance qui prenait la décision sur la nature des différentes données, documents, etc. Et dans d'autres organisations, c'était au niveau équipe. C'était l'équipe qui avait, ou le département, plutôt, qui avait la responsabilité de prendre les bonnes décisions là-dessus en dans de certaines lignes conseils qui lui disaient comment informer sa décision. Excellent. Fait que pourquoi j'ai fait cette petite discussion-là au début qui a étiré un peu plus long que prévu, mais c'est juste pour des gens qui n'ont jamais mis en place un cadre de gouvernance ou qui entendent parler du mot gouvernance puis ils se disent ah, la gouvernance, c'est tel groupe qui fait ça, mais qu'est-ce qui se passe derrière ça? Bien, pour prendre les décisions, on a besoin d'un comité. Ce comité-là, ben, doit être formé. On a parlé, Stéphane, il a parlé du légal tantôt. Ben, l'équipe légale est souvent au courant des règles légales sur le type de documents qu'on doit garder puis combien de temps on doit les garder. Peut-être une équipe de la sécurité qui va devoir participer à ça. Il va y avoir les gens. On a parlé des propriétaires des documents, mais quand on génère des documents, ben, cette personne-là, on va l'impacter par la gouvernance parce que si avant, il faisait juste créer un document puis le déposer, et maintenant, il crée un document, mais il doit prendre une décision pour aller appliquer une étiquette pour identifier c'est quel genre de document que c'est pour pouvoir aller appliquer nos règles, bien, ça va impacter ces gens-là. Fait que là, est-ce qu'on demande aux gens d'aller identifier ce contenu-là manuellement ou de l'identifier automatiquement? Et tous ces outils-là, ben, dans la plateforme Microsoft 365 avec Purview, ben, on a ces deux options-là. On a plusieurs options, en fait, qui se portent à nous. Puis plus on va vouloir automatiser ces processus-là, ben, ça va prendre encore une bien plus grande préparation. Puis ça va coûter plus cher aussi, parce que pour les outils d'automatisation, pour mettre des étiquettes automatiques, ben, c'est des licences un peu plus chères et il va falloir penser à toutes ces choses-là. Donc, la gouvernance, c'est pas simple. Fait que c'était ça le point que je voulais couvrir. Fait que là, je vais partir mon diaporama et je vais partager l'écran et on va aller faire quelques diapositives. On ne passera pas beaucoup de temps dans les diapositives, on va passer plus de temps en mode démonstration. Fait que, doit-on encadrer l'utilisation de Microsoft Loop? Ben, selon le type d'information qui va être mis dans Loop, selon ce qu'on a dit tantôt, parce qu'avec Loop, on peut prendre des notes de réunion. Si les notes de réunion sont dans Loop puis on doit les conserver, ben, il va falloir gérer pour ne pas les perdre, ces notes de réunion-là. Si on veut pouvoir gérer pour ne pas les perdre, puis gérer pour pouvoir appliquer des règles de conservation ou des politiques de sécurité, ben, il va falloir encadrer définitivement. Et aujourd'hui, on parle de la gouvernance de Loop, mais je sais que c'est quelque chose qui tient à cœur beaucoup à Nicolas, qui est de mettre en place un cadre de gouvernance de la Power Platform. La Power Platform, ben, Power BI, Power Apps, Power Automate. Nico, est-ce que tu vas ajouter quelque chose? Oh, ne me lance pas sur ce sujet, s'il te plaît. Je vais vous casser les pieds. Non, je voulais juste préciser une chose par rapport à la question que tu posais tout à l'heure, puis je ne veux surtout pas mêler ou perdre les gens. C'est juste que, de mon point de vue à moi, il n'existe pas une seule gouvernance, mais plusieurs gouvernances. Et c'est toute la magie d'une entreprise, c'est de réussir à faire coexister tous ces cadres de gouvernance ensemble. Donc, bon, voilà, je veux juste ajouter ça, c'est souvent dans les entreprises, il n'y a pas un seul cadre de gouvernance, il y a plusieurs gouvernances et il faut
pas toujours rester trop centré sur la gouvernance technique, mais la gouvernance d'entreprise, c'est aussi piloter les processus, piloter l'audit, être capable d'auditer convenablement les données d'entreprise, etc. Ouais, je voulais juste... Voilà. C'est pour ça que j'ai soulevé le point sur la gouvernance de la Power Platform. Parce que dans la gouvernance de la Power Platform, tu vas probablement avoir de la gouvernance pour Power Apps, de la gouvernance pour Power Automate, de la gouvernance pour Power BI. Là, on parle de la gouvernance pour Loop, mais on a probablement de la gouvernance sur les communications avec Teams ou pour les sites SharePoint, pour les données SharePoint. On peut avoir plusieurs cadres de gouvernance. Donc, Loop, c'est une petite partie. Ça pourrait être... La gouvernance de Loop pourrait faire partie du cadre de gouvernance de l'information à l'intérieur de l'entreprise, par exemple. Parce que Loop, c'est de l'information qui va être partagée là-dedans, mais où est-ce qu'on va le mettre? Est-ce qu'on fait un document de gouvernance juste Loop ou on a un cadre de gouvernance qui est la gouvernance des données d'entreprise et on insère Loop? Chacune des entreprises peut travailler de sa façon, mais je pense que c'est important de l'encadrer. Et si on laisse les gens faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, ben, il peut avoir de la fuite d'informations. Fait que dépendamment de notre type d'entreprise, ben, peut-être qu'on en a besoin. Devrait-on encadrer? Je ne pense pas que ça devrait être un oui automatique. Il y a certains types d'entreprises, ben, ils laissent le monde faire. Le problème, c'est si on laisse le monde faire, comme il s'est passé avec des OneDrive, ben, on risque de perdre de l'information qui pourrait être importante pour l'entreprise. Fait que c'est ça qu'on veut empêcher de faire avec la gouvernance. Oui, Benoît? Une des choses qui rend ça peut-être un peu plus compliqué pour Loop, tu vas probablement en parler dans la présentation, c'est que des éléments de Loop peuvent se retrouver dans un SharePoint, dans un OneDrive ou dans un nouveau contenant qui est à côté. Donc, on va être impacté. Le départ d'un employé qui fait que le compte OneDrive disparaît, bien, les notes qui ont été sauvegardées dans son OneDrive vont disparaître s'ils ne sont pas conservés. Donc, il y a l'outil, mais il y a l'endroit où les données vont être sauvegardées qui n'est pas homogène pour Loop. Là. Et oui, ça fait partie de la présentation, parce que c'est un gros morceau, en fait. Parce que si on veut encadrer l'utilisation de Loop, ben, discussion, on l'a faite. Si on veut encadrer l'utilisation de Loop, par exemple, quand un utilisateur quitte, ce que Benoît vient de dire, ben, il va falloir savoir ils sont où ces composants-là. Il va falloir comprendre puis savoir quoi faire avec ces composants-là. Et qu'est-ce qui se passe quand un utilisateur quitte? Ben, ça dépend. C'est plate, là, mais ça dépend. Puis ça dépend de quoi? Ben, ça va dépendre à quelle place il est, ce composant-là. Fait que c'est un peu notre fameux ami ici. On cherche Loop. Il est où? Ben, on le trouve dans le milieu avec le composant Loop. C'est facile avec son chandail. OK? Mais dans la vraie vie, c'est pas si facile parce que dans la vraie vie, il y a des composants Loop un peu partout. Puis, il y a eu une annonce cette semaine. Il va y avoir d'autres partout, en fait. Il va y avoir d'autres types de Loop qui vont arriver, comme si on n'en avait pas assez. Fait que de bien comprendre c'est où les composants Loop. Fait que sont où nos composants Loop? Bien, il y en a beaucoup qui se retrouvent dans le OneDrive de l'utilisateur. Puis, le OneDrive de l'utilisateur, ben, vous le savez, je l'espère, qui est rattaché au code d'utilisateur, puis avec les règles par défaut, ben, 30 jours après la suppression du code d'utilisateur, le OneDrive va disparaître. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on pouvait mettre une règle pour dire « Je veux garder mon OneDrive jusqu'à 10 ans. » Puis ça ne coûtait pas plus cher. Microsoft, qui est un organisme à but lucratif, hein, Nico, a décidé de dire, ben là, oui, vous pouvez garder votre OneDrive plus longtemps, mais si vous le gardez plus longtemps, vous allez devoir payer pour le stockage qu'on emmagasine pour vous. Fait qu'il risque d'avoir des coûts qui vont venir. Fait qu'est-ce qui se trouve dans notre OneDrive? Ben, les composants Loop, on l'a vu la semaine dernière, le mois dernier, ben, on peut insérer un composant Loop dans un courriel Outlook.
Fait que quand c'est dans un courriel Outlook, ben, ça en va dans mes fichiers, dans mon OneDrive, dans pièces jointes. Puis si je fais des notes dans mon calendrier personnel, mais ça s'en va dans mes fichiers puis dans le dossier réunion. Si je fais des tableaux blancs, ça s'en va dans mes fichiers, puis dans Whiteboard, puis dans Composante. Puis si j'ai des conversations, des chats, des clavardages, bien, ça en va dans mes fichiers de conversation Microsoft Teams. Et la durée de rétention de ça, quand un utilisateur va quitter, bien, ça va être disponible pendant combien de temps? Bien, ça va dépendre des règles de conservation qui ont été mises en place au niveau de l'entreprise. Imaginez un cas, un chargé de projet, puis je vous compte ça parce que c'est déjà arrivé, un client qui est devenu notre client par la suite. Un chargé de projet qui est arrivé dans une entreprise, puis qu'on lui a demandé de prendre des notes de réunion avec Teams, puis d'enregistrer toutes les réunions Teams pour le projet. Fait que lui, il a planifié ses réunions dans son calendrier, il a enregistré les réunions, puis il a pris des notes avec le composant Loop parce qu'ils ont fait tout un processus, là, ça commençait. Après 3 mois, il est parti. Son code d'utilisateur est supprimé. Qu'est-ce qui se passe? Bien, 30 jours après, les vidéos des réunions n'étaient plus disponibles, puis les notes de réunion n'étaient plus disponibles non plus parce que c'était dans le OneDrive de la personne qui a quitté. C'est hyper important de faire attention. Fait que dans la gouvernance d'entreprise, il devrait y avoir des processus de onboarding puis des processus de offboarding quand un utilisateur quitte, puis d'aller valider. Là, je vous parle de OneDrive. Oui, Nico, vas-y. On est en 2024, arrête, tu me fais pas croire quand même que des gens suppriment les utilisateurs dans les annuaires quand même. Non, sérieux, quoi. C'est... Là, c'est un peu la base de l'audit quand même, quoi. Donc, ouais. Je comprends là, mais ça arrive. Ça arrive. Je pense que ça arrive plus maintenant. Avec les nouvelles règles, il va y avoir des coûts là, si on conserve les choses éternellement. Là. Ben oui, mais parce que consommer des ressources, ça a un coût. Que tu le veuilles ou non. De toute manière, vous vous en êtes rendu compte là. Chez Microsoft, c'est fini le temps des cadeaux. Là. Teams, maintenant, c'est une licence à part entière. Là. Donc, les produits qui marchent et qui se vendent, là, ça consomme des ressources, tout ça. Hein. Ça se vend. Hein. Ouais. Ben, c'est ça, il y a un coût là-dessus. Là. 1 TB par utilisateur dans ton OneDrive. Là. Fait qu'imagine du monde qui l'ont stocké puis garde ça pendant 10 ans gratuitement. Le Père Noël n'existe plus. Là. Fait que c'est fini. Fait que tout ça pour dire, faire attention au OneDrive. Puis, même si on prend ces fichiers-là puis on les déplace ou on les met ailleurs, bien, toutes les personnes, quand ils vont passer par les réunions pour accéder aux fichiers Loop, bien, il n'est plus à la même place. Fait que ça ne marchera pas plus. Fait que quand Nathalie disait de mettre en place des protocoles puis des processus puis des guides de bonne pratique, ben peut-être qu'au lieu de planifier la réunion dans mon calendrier personnel, ben, je vais peut-être planifier la réunion dans un canal d'une équipe. Puis si je planifie la réunion dans le canal de l'équipe, puis je crée les notes de réunion Loop, ben, ces notes-là vont être dans le site SharePoint de l'équipe. Puis quand je vais quitter, bien, les notes, ils restent dans l'équipe avec le canal. Ça va emmener d'autres problèmes avec les réunions dans le canal. Mais est-ce que ça serait une bonne façon de faire? Les publications dans le canal, dans un canal d'une équipe, bien, sont dans le dossier partagé du canal. Fait que, est-ce qu'on fait une équipe pour gérer dans lequel on a déjà une équipe peut-être qui va avoir des réunions? Fait que, est-ce qu'on crée notre composant Loop en premier dans le canal pour dire voici l'agenda puis le plan de la prochaine réunion. On copie le composant Loop puis on le met dans notre invitation de réunion pour ne pas le perdre? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir penser, ça va être quoi le meilleur processus? Ensuite, ben, il y a tout le fameux SharePoint Embedded. Puis dans le SharePoint Embedded, Microsoft a 2 endroits, mais il y en a un 3e qu'ils ont annoncé cette semaine. Fait qu'il y a le SharePoint Embedded qui est, en fait, SharePoint Embedded, c'est un emplacement, un container,
qui est disponible pour l'entreprise, puis c'est au niveau de l'entreprise. Et présentement, quand il y a des espaces de travail qui sont créés, ben, les espaces de travail sont au niveau du tenant, mais ne sont pas supprimés tout de suite. Puis, on ne peut pas changer le propriétaire. Oh boy, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis, le stockage, ben, il compte ton stockage SharePoint. Puis, ils ont fait la même chose avec les idées. Dans les composants Loop, on peut créer des idées. Puis, les idées sont au niveau du tenant. Puis, ils ne disparaissent pas tout de suite. Ça va changer, là. Ils sont en train de travailler là-dessus. Mais présentement, là, un big fail. Microsoft a annoncé des pages copilotes. Fait que les pages copilotes, eux, ils sont au niveau de l'utilisateur, sont rattachés à l'utilisateur dans le SharePoint Embedded. Et celles-là, ben, vont être supprimées quand l'utilisateur va quitter. Au même niveau que le OneDrive ou quelque chose du genre. Et Microsoft a annoncé cette semaine qu'on aurait des espaces de travail Loop d'équipe. Fait que dans Teams, on va pouvoir créer un espace de travail Loop qui va être rattaché au groupe. Et là, ça va disparaître avec le groupe. Nico, il parle de la mailbox encore. Tu veux-tu ajouter, au cas où il y avait des gens qui n'étaient pas là le mois passé, veux-tu ajouter ton petit brin de sel? Alléluia. Ben oui, parce que je ne veux pas tout ce que vous faites de toute manière a besoin de ressources pour fonctionner, les fameuses 3 ressources de base, et que le but du jeu de n'importe quel fournisseur de services aujourd'hui, c'est de vous vendre l'idée que les ressources sont illimitées. Mais ça n'existe pas. Il existe 2 limites de base à n'importe quelle ressource. La limite physique, quand on stocke 1 Tera, on ne stocke pas 1 Tera 1. Et la deuxième limite, c'est votre carte de crédit. Et c'est sur cette deuxième limite que tous les fournisseurs de services se focalisent. Donc, bienvenue dans le monde réel. Votre carte de crédit va flamber, les garçons. Donc, la mailbox, c'est juste pour vous dire que tout ce qui est conservé dans Copilot, je l'ai publié dans un article, tout ce qui est conservé dans Copilot en termes d'historique, et on le voit bien dans Teams, c'est la mailbox. Il y a 2 produits de base qui ont servi à fonctionner, à créer la nouvelle version d'Office Online, SharePoint et Outlook. Donc, c'est les 2 stockages possibles. SharePoint Storage et Outlook Storage. Good. Merci, Nico. Avec Microsoft Loop, avec mon... il est partout. Dans Teams, dans SharePoint, dans OneDrive, dans Outlook, en fait, To-Do et Planner, c'est rattaché un peu parce que quand on crée une liste de tâches ou un composant de tâches dans Loop, il va aller nous créer un plan. Puis quand on va assigner des tâches dans le plan, ben ça va aller les faire apparaître dans notre To-Do. Dans le OneNote, dans Copilot avec les pages Copilot. On a l'intégration de Copilot à l'intérieur de Loop aussi. Ça fait que ceux et celles qui ont des licences Copilot, ben dans Loop, on peut interroger Copilot pour nous aider à créer des composants et à aller mettre de l'information. Les tableaux blancs sont intégrés. Power Automate, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans Loop, dans des tableaux, tu vas pouvoir créer des règles pour quand la valeur dans un tableau est égale à telle chose, fait telle action et telle chose. Mais derrière la bande, c'est Power Automate qui est utilisé. Il y a toute la portion PowerShell parce qu'on peut utiliser PowerShell pour faire la gestion. Mais aussi, on a le centre d'administration SharePoint qui va nous permettre de gérer les containers avec le SharePoint Embedded. On a Microsoft Purview qui va me permettre de gérer des étiquettes de confidentialité, des étiquettes de conservation, la protection contre la perte des données. On a Microsoft Defender qui va me permettre de faire des règles d'accès pour qui peut accéder à quoi à partir de où. On a les Cloud App Policies qu'on peut utiliser pour gérer. Fait que déjà, on a des outils qui vont nous permettre de faire de la gestion puis de mettre en place déjà un début de cadre de gouvernance puis un début de façon de gérer l'information.
il y a beaucoup d'améliorations à faire, mais il y a déjà plein d'outils. Fait que si vous ne connaissez déjà pas tous ces outils-là, ben, ça va être un peu compliqué d'aller encadrer correctement puis de gérer l'information. Dans la sécurité des données, ben déjà, ça existe déjà. On a accès à la corbeille parce qu'un composant loop qui est ajouté dans SharePoint ou dans OneDrive, on l'a vu le mois dernier, c'est un fichier. Fait que ce fichier-là, quand il est supprimé, ben, il s'en va dans la corbeille du SharePoint ou dans la corbeille du OneDrive, puis on peut aller le récupérer. Et si on a appliqué des règles de conservation sur le OneDrive ou sur le SharePoint, ben, ça va s'appliquer au contenu. Il manque la portion dans notre SharePoint Embedded pour le moment. Ça va venir. Okay? L'historique des versions, mais comme c'est des fichiers, ben, on peut aller dans l'historique des versions, puis aller modifier l'historique, aller voir dans l'historique des versions, puis récupérer des versions précédentes. Comme c'est des fichiers, ben, on peut partager. Un petit point sur le partage. Si on met en place des étiquettes de confidentialité dans notre organisation, pour le moment, Microsoft a bloqué le partage des composants loop avec du monde à l'extérieur de l'organisation. Ça s'en vient très bientôt, là. On va avoir le droit de le faire avec des étiquettes de confidentialité, mais présentement, si tu veux partager un composant loop avec des fournisseurs, ben, il faut que tu désactives l'utilisation des étiquettes de confidentialité dans ton organisation. Pas très cool. On a parlé des étiquettes de conservation, étiquettes de confidentialité, Data Loss Prevention Policy. Les Data Loss Prevention Policy ou les règles contre la perte de données, bien, on est capable d'aller mettre des règles pour dire, bien, quand mes fichiers, un composant loop, une page loop, un espace de travail contiennent de l'information, bien, si c'est de l'information qui est hyper confidentielle, ben, va changer la sécurité automatiquement là-dessus. Je vais vous montrer une petite démonstration tantôt du DLP. On a déjà l'Audi. Fait que le journal d'Audi de Microsoft 365, il n'y a pas de composante d'Audi qui existe pour Loop, mais on peut rechercher tous les fichiers Loop. Puis on peut voir quand est-ce qu'il y a des fichiers Loop qui ont été créés, quand est-ce qu'il y a des fichiers Loop qui ont été accédés, quand est-ce qu'il y a des fichiers Loop qui ont été modifiés. Puis on peut voir dans les rapports d'audit, ben c'est qui l'a créé, puis c'est qui y a accédé, puis c'est qui l'a modifié. Oui, on est limité à la durée de conservation, mais c'est là que dans les règles de gouvernance, ben, il va falloir peut-être extraire cette information-là puis aller le mettre ailleurs. Fait encore une fois, si on n'a pas analysé les tenants et aboutissants, puis on n'a pas bien analysé c'est quoi nos besoins chez nous, bien, ça se peut qu'on ait une surprise. J'avais prévu faire la démonstration sur les corbeilles, mais je pense que vous savez déjà comment accéder aux corbeilles de votre OneDrive. J'espère, en tout cas, que vous savez comment accéder aux corbeilles de votre OneDrive ou de votre SharePoint, puis comment accéder à l'historique des versions. J'ai quand même mis des captures d'écran. Pour les espaces de travail loop, quand on supprime un composant dans notre espace de travail loop à partir de l'application loop, bien, il y a une corbeille aussi dans notre application loop qui me permet d'aller récupérer ces éléments-là, qui est notre fameux délai de 93 jours, qui est disponible pour aller récupérer les éléments de la corbeille. On va voir là, selon le temps, pouvoir y aller. Dans les règles, je vais aller aux démos. Fait que je vais arrêter je ne voulais pas arrêter mon partage, mais je voulais changer ça. On va aller voir quelques outils dans Microsoft 365, puis regarder quelques règles à propos de Loop, parce que le but aussi, c'est de vous montrer comment fonctionnent ces outils-là. Est-ce qu'il y a des questions avant d'aller plus loin?
juste retrouver mon bon. Allez. Go. C'est pas celui-là. Ben voyons, j'ai-tu fermé? J'espère que non. Le temps que tu ouvres ton document, Serge, et que ça fait du bien, et que ça fait du bien de te retrouver dans les démos. C'est un bonheur de t'écouter. Bon. Partage d'écran. Les Cloud App Policies. Dans le centre d'administration des applications, j'ai ouvert la stratégie déjà pour vous montrer, mais on peut aller créer des stratégies pour l'utilisation des applications dans Microsoft 365. Fait que les gens ils disent « Hey, on n'a rien pour gérer Loop ». Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a déjà des outils. Puis le Cloud App Policy, quand on va aller définir une stratégie, il y a 15 différents modules comme je veux autoriser un groupe d'utilisateurs à créer et afficher des composants Loop dans Outlook. Mais on pourrait faire une stratégie qui ne permet pas l'utilisation des composants Loop dans Outlook pour un certain groupe d'utilisateurs. Créer, visualiser des espaces de travail dans Loop. Créer, afficher des fichiers Loop dans les applications Microsoft Office. Importer des éléments d'application. Importer dans Azure DevOps. Travailler avec GitHub et Loop. Travailler avec Jira et Loop. Travailler avec Trello et Loop. Fait que ça, c'est des connecteurs qu'on a, mais si on n'a pas confiance, on pourrait les désactiver si on ne veut pas perdre le contrôle. Fait qu'il y a des outils. Pour les gens qui disent qu'on n'a pas d'outils pour la gouvernance, les Cloud App Policies vont nous aider à aller faire ça. À partir du centre d'administration SharePoint, allez, on a accès aux containers. Puis dans les containers, on peut voir les containers qui sont actifs. Les containers actifs, c'est quoi? C'est des espaces de travail Loop qui ont été créés. Puis s'il y a des gens qui ont supprimé des espaces de travail Loop, on va les voir dans les deleted containers. Et on a la possibilité d'aller restaurer les containers à partir de la console d'administration. Il manque beaucoup de choses là-dedans. Si je viens voir, par exemple, lui ici, je peux voir les membres, mais je ne peux pas gérer les membres. Je ne peux pas gérer les rôles. Je ne peux rien changer pour le moment. Je ne peux pas appliquer des étiquettes de confidentialité. Je ne peux pas appliquer des étiquettes de rétention pour le moment. Je vais vous montrer une slide des annonces qui ont été faites et ça s'en vient. Oui, Benoît? Petit détail, les gens qui sont administrateurs SharePoint, par défaut, ne voient pas la nouvelle zone container. Il faut être un global admin ou il y a un nouveau rôle qui est ajouté, qui est container admin, je pense, qu'on a besoin d'activer pour que ça apparaisse, parce que moi, en tant qu'admin SharePoint, je ne le voyais pas. Oui, tu as raison, Benoît. Ce n'est pas tous les administrateurs qui ont accès. C'est pour ça, probablement, qu'il y en a plusieurs qui disent on n'a rien pour gérer, dans certains cas. Fait que ça, c'est un outil qui pourrait nous aider à faire certaines gestions. Puis si je reviens dans la présentation ici, je vais juste aller l'amener 30 secondes. Allez, je vois que le temps file. Ce qui est disponible aujourd'hui, okay, on peut voir un inventaire des containers, la taille, faire de la recherche. On peut mettre des règles. On accède aux étiquettes de confidentialité, sensibilité, de confidentialité, la prévention contre la perte de données, les policies, les stratégies de rétention. Le partage, si on bloque le partage externe, ça va s'appliquer. On peut aller gérer les informations. Tout le e-discovery va être capable de nous découvrir l'information. Présentement, les étiquettes de sensibilité ou de confidentialité puis les étiquettes de conservation, on peut les mettre manuellement pour l'étiquette de sensibilité ou de confidentialité dans nos composants Loop, mais on ne peut pas l'appliquer à un espace de travail Loop présentement.
puis on ne peut pas appliquer les règles de conservation à un fichier loop présentement. Ça s'en vient. Imminent, ça veut dire que ça s'en vient. De pouvoir travailler puis partager avec les utilisateurs externes quand on utilise les étiquettes de confidentialité, ça s'en vient. Mais ce qui s'en vient un peu plus loin, l'utilisation des espaces de travail, les espaces de travail pour les groupes, ça s'en vient, puis il y a encore plein de choses. Fait que Microsoft travaille sur le produit pour nous aider à l'améliorer. Je vais juste aller chercher celui-là ici. Dans la gestion des droits à partir de la console d'administration Microsoft, ben, on va pouvoir aller gérer les droits puis réassigner le rôle propriétaire à quelqu'un d'autre d'un espace de travail. Ça s'en vient, ça, là. Ça fonctionne déjà dans certains environnements. Fait qu'on va avoir plus de contrôle qui va venir. On est limité, mais on a encore des contrôles. Quand on utilise PowerShell, ben, on a des commandes PowerShell qui vont nous permettre de pouvoir voir la liste des espaces de travail, les détails, aller faire des récupérations, aller ajouter des membres, aller enlever des membres, aller ajouter des étiquettes. On peut le faire par PowerShell. La gestion des applications, la gestion de l'information. Fait qu'on a déjà des outils avec PowerShell qui vont nous permettre de faire ça. Je vais aller dans mon tenant en anglais ici pour vous montrer que je suis dans un canal. Et dans un canal, vous voyez, il y a un composant loop ici dans le canal, puis ça dit « Hey, tu n'as pas la permission de voir ce contenu-là. » Tandis que ce composant loop-là, ben lui, on a la permission de le voir. Pourquoi? Ben, vous vous souvenez, les composants loop, ce sont des fichiers. Puis comme on est dans une conversation dans un canal, ben, les fichiers loop sont dans l'onglet Fichiers du canal, dans le dossier du canal. Puis j'ai mes composants loop qui sont là. Et vous voyez, le test, il est identifié avec l'étiquette de confidentialité, haute confidentialité. Tandis que l'autre, il n'y a pas d'étiquette de sensibilité. Fait que je vais retourner dans mes publications. Je vais aller accéder aux composants loop par la page web de Loop. Fait que là, ça m'amène vers le composant loop dans la page web. Et vous voyez, l'étiquette de confidentialité qui est appliquée, elle est générale. Parce que c'est lui qui est appliqué par défaut. Un utilisateur peut manuellement aller appliquer une étiquette de confidentialité. Puis quand je vais appliquer celle-là, c'est hautement confidentiel à propos d'un projet. Fait que l'étiquette va s'appliquer, mais derrière, la règle de la prévention contre la perte de données fait que quand tu identifies un document hautement confidentiel à propos de ce projet-là, ben, c'est seulement le propriétaire du fichier qui peut accéder au document, puis ça t'empêche de le partager dans un canal. Fait que si je viens dans mon canal ici et que je viens sortir et revenir, il va me faire mentir. Je l'espère que non. On a appliqué l'étiquette. On a juste la permission de voir et pas éditer celui-là selon la règle qui a été appliquée pour cette étiquette-là. Et là, on a perdu la connexion. Il est en train de le changer. Fait éventuellement, on ne peut plus le voir maintenant. Pourquoi? Ben parce qu'on a une règle de protection contre la perte des données qui a été appliquée pour tout le contenu qui contient ça. Seulement le propriétaire a le droit d'accéder à ce document-là parce que tu l'as mis au micro. On pourrait changer. Là, je vous ai montré l'extrême. Fait que même si j'ai accès au fichier, puis je le mets dans une conversation, mais je n'ai pas le droit de le partager dans une conversation, ce fichier loop-là, parce qu'il y a une étiquette de confidentialité qui est appliquée. Fait qu'on peut, à partir de Microsoft Loop, ben déjà là, je vous ai montré des outils. Okay? Les Cloud App Policies pour gérer qui va utiliser Loop.
les étiquettes de confidentialité, puis la protection contre les pertes de données, puis les étiquettes de conservation. Mais il faut connaître Purview. Si on ne connaît pas Purview, ben, ça va prendre quelqu'un qui connaît Purview. Fait que je suis en train de faire ma finale, Nico. Merci. Fait que si on ne connaît pas Purview, ben, il va falloir trouver quelqu'un qui connaît Purview qui va pouvoir nous aider pour aller faire ça. C'est cool pour les consultants comme nous autres. Okay? C'est plate pour les entreprises où ils vont se casser le nez, puis ils vont le faire. Ça s'apprend à l'interne, là. On est consultant, on l'a appris, puis on peut aider nos clients à travailler avec ça. Mais ça veut dire qu'il y a d'autres mondes qui peuvent l'apprendre. Sauf que il ne faut pas penser qu'on va aller mettre un projet de gouvernance des données à jour à l'intérieur de 3 semaines si on ne connaît pas ça. Parce que même quand on connaît ça, à l'intérieur de 3 semaines, c'est impensable. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Nico? Je vais me permettre une question bête, mais il n'y avait pas déjà un plan de gouvernance pour SharePoint? Oh, pardon, le truc qu'on devait faire il y a 10 ans et puis qu'on n'a pas fait. Excuse-moi. Oui, mais ça couvre la portion SharePoint. Oui, mais je veux dire, dans SharePoint, soyons clairs que la gouvernance de SharePoint, c'était avant tout la gouvernance d'informations qu'on cherchait à faire. Ouais. Puis il me semble bien que c'est pas mal la même chose qu'on essaye de faire. Oui, il va rester, en fait, tout ce qu'il y a dans le SharePoint Embedded qui n'est pas inclus ou, en fait, nos règles et les besoins, tu as raison, Nico, ceux qui ont mis une gouvernance SharePoint ou une gouvernance des données, ben, il y a une gouvernance SharePoint, une gouvernance OneDrive qui va faire partie de ça. Mais toute la récupération des containers, les containers personnels versus les containers de groupe versus les containers au niveau du tenant, puis tout ça, ben, c'est des choses qu'on va devoir ajouter. D'aller faire un audit sur l'utilisation des composants Loop, par exemple. On est en train de mettre Loop, là. Admettons qu'on est en train de déployer Loop. Est-ce que les gens l'utilisent vraiment, Loop? Ben, si on va dans notre journal d'audit de Microsoft 365, puis on dit, ben, je veux voir tous les composants Loop créés dans le dernier mois, ou je veux voir tous les composants Loop qui ont été accédés dans le dernier mois, ben, on va voir si notre projet de mise en place de Loop a fonctionné ou n'a pas fonctionné aussi. Ben, tu as raison, Nico. Si on a une grosse partie du cadre de gouvernance qui est mis en place si on a fait une gouvernance SharePoint et OneDrive. Oui, Benoît? Parce que c'est ça. Loop, c'est des nouveaux fichiers. C'est un fichier .loop qui va être hébergeant quelque part. Donc, est-ce qu'on a une gouvernance PowerPoint, une gouvernance Word, une gouvernance Excel, ou on a une gouvernance OneDrive et SharePoint? C'est ça. Oui, il y a un nouveau type de contenant, là, les containers qui sont dédiés pour les workspaces, là, mais les autres, ce sont des fichiers qui s'ajoutent. C'est un petit peu obscur, mais là, on va le voir plus comme étant des fichiers qui vont être un peu partout, mais c'est les mêmes règles que tous nos autres documents Office. Pour le moment, pas tout à fait, parce qu'on a vu qu'on ne peut pas appliquer une étiquette de conservation sur un fichier Loop encore directement. Les étiquettes de confidentialité, on ne peut pas les appliquer sur un espace de travail Loop. Fait que, oui, la portion fichier, mais il y a une autre portion qu'il ne faut pas oublier. Puis si on l'oublie, ben c'est là qu'on va être dans la chenoute. C'est sûr, mais c'est une question de temps, en fait. C'est une question de temps. C'est le problème des early adopters. Absolument. C'est que... Une adoption rapide des produits va t'emmener dans des problèmes rapides aussi. Nouveau. Puis on devient un peu les cochons d'Inde pour tester puis de sortir ces problèmes-là pour améliorer le produit quand tu es un early adopter. Fait que ça, il faut être conscient de ça aussi. Là. J'ai manqué la dernière session, mais les questions que moi, je commence à avoir, c'est toutes les bases de connaissances qu'on a montées dans OneNote, est-ce qu'on devrait les transférer dans Loop? C'est quoi le lien OneNote versus Loop? Lequel qui est le mieux? Qu'est-ce qu'on met où? What to use when? Hein?
Ouais. Il s'applique très bien entre ces deux produits-là. Là. Ouais, J'ai juste mis le micro juste pour ça. On a posé la même question entre Teams et Outlook. Est-ce qu'on va faire des conversations puis des communications dans Teams ou on va le faire dans Outlook? Je pense que OneNote, d'après moi, il va rester encore pour un bon bout parce qu'il y a plein de monde qui l'utilise. C'est pas la même chose. Les pages copilotes vont aider, les espaces de travail. Écoute, la réponse n'est pas simple, je pense, mais je ne pense pas que OneNote va disparaître. La preuve, c'est qu'on peut ajouter des composants loop dans des blocs-notes OneNote. Donc, oui, Laurent? Tu parlais de early adopteurs avant, effectivement. Donc, les entreprises précurseurs qui vont avoir l'usage de Loop vont essuyer les plâtres. Mais il ne faut pas oublier qu'au-delà de ça, voilà, pour encadrer pas mal aussi de clients, aujourd'hui, Loop, on est plus en mode on le boycotte jusqu'à ce qu'une gouvernance déjà SharePoint soit faite correctement. Généralement, un peu comme Copilot, hein, on va intégrer Copilot, mais d'abord, il y a toute la gouvernance en matière de sécurité qui rentre en ligne de compte, où ça n'a jamais vraiment été vraiment mis noir sur blanc. Donc déjà, il faut éduquer les utilisateurs. Il faut des connaissances. Tu sais, la question que tu posais tantôt, est-ce qu'on va utiliser du OneNote, est-ce qu'on va utiliser du Loop, du Copilot Page? Tout ça, là, ça emmène d'abord, comme tu disais aussi très bien, Serge, ça va être plate pour les entreprises, ça va leur coûter de l'argent, et nous, ça va nous faire de la job en masse, parce qu'on va devoir expliquer tout ça, on va devoir expliquer les avantages, inconvénients, mais c'est pas parce que tout ça existe qu'on est obligé de tout prendre non plus. On peut s'arrêter à certains aspects, et puis garder certaines fonctionnalités, et pas forcément embrasser, on va dire, toute la stack, jusqu'à avoir atteint un degré de maturité au niveau des utilisateurs qui permet d'avancer. Il ne faut pas oublier que les premiers consommateurs, c'est les utilisateurs. Il y aura toujours des utilisateurs qui vont vouloir aller de l'avant et qui vont vouloir utiliser vite les nouvelles fonctionnalités sans savoir pourquoi. C'est comme un enfant qui a un nouveau jouet, il va vite vouloir l'utiliser sans avoir lu le manuel. Et à partir du moment où il va dire c'est brisé, ça ne marche pas ou ça ne fait pas ce que je veux, mais on est encore en mode early adopteur, comme disait Serge, il y a des fonctionnalités qui ne marchent pas encore. On ne peut pas encore tout gouverner. Il faut prendre un peu son mal en patience. C'est un peu ça aujourd'hui aussi, la gouvernance. Il faut encadrer tout ça. Hey, je tiens à féliciter Laurent et il m'a repris sur le Early Adopter pour dire les entreprises précurseurs. Laurent a appris à parler en français. Hey, bravo! Même pas rendu compte. Oui, Mario? Juste une question. Je crois que le chat, ça ne fonctionne pas. Moi, je ne suis pas capable d'y accéder. C'est parce que tu es en external? Ni Non, je sais pas. Même chose. C'est connecté avec mon compte d'entreprise, donc j'ai Même pas de chat. C'est ça. Vous êtes connecté avec un compte qui n'est pas compatible avec le community Microsoft. Donc, ça vous, malheureusement, ça supprime Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? S'inscrire, je vous avais envoyé un lien il y a peut-être 6 à 8 mois maintenant pour vous inscrire sur le community, Microsoft Community. Nico? Oui, vas-y. Est-ce que tu as créé la réunion dans le canal au lieu de le créer dans ton calendrier? Fait que si tu l'as créé dans le canal, c'est normal qu'il n'accède pas aux conversations. Si tu le crées dans ton calendrier du community, là, ils vont avoir accès aux conversations. C'est ce que je faisais, moi. Je le créais dans mon calendrier. On est d'accord, Serge, mais le problème, c'est que moi, ce que je veux, c'est que ça reste dans le canal pour qu'on puisse avoir l'historique dans le canal. Ah, OK. c'est voulu. Okay. Donc, ça, c'est quelque chose de gouvernance. Là, c'est by design pour le coup. C'est oui. by design quand c'est dans une équipe Teams. C'est voilà. Fait qu'est-ce qu'il y a d'autres questions? Il arrive 7 heures. Gouvernance. Non. J'espère que ça vous a aidé. J'ai vraiment aimé la discussion qu'on a eue au début. C'est le fun de vous voir participer. Merci Nathalie, tu as amené des super bons points. Amal, Evo, c'est vraiment cool. C'est des choses que ça fait longtemps qu'on veut mettre en place, puis on veut s'assurer. Oui, c'est le fun, une session, c'est le fun quand quelqu'un présente, mais c'est le fun quand les autres participent aussi. Ce que j'explique des fois dans des formations, il y a une formation avec 3 personnes. Ben, c'est cool, tu as une formation privée avec 3 personnes, mais tu ne vois pas de scénario de 12 autres entreprises. Si tu as une formation avec 10, 12 personnes de différentes entreprises, bien là, tu as des points de vue différents, puis ça fait des échanges vraiment plus cool. Fait que c'est qui est le fun à faire. Puis c'est ce que j'ai essayé de faire au début, puis ça a marché. Fait que je suis bien content.
Fait que merci beaucoup. Prochain rendez-vous le 5 novembre. Est-ce qu'on sait c'est quoi la session, Nico? Pour l'instant, non, c'est pas très clair. On n'a pas encore trouvé de speaker, mais je pense qu'il y a beaucoup de sujets que tu as apportés dans la gouvernance. Donc, on va vous revenir. Notre focus reste quand même le 26 octobre, puisqu'on va se revoir d'ici le 5 novembre tous ensemble pour le 26 octobre. Donc, j'espère que le sujet d'aujourd'hui vous a plu. On va utiliser une fonctionnalité de le poll de Teams. Ceux qui n'ont pas accès, malheureusement, à cette fonctionnalité-là ne vont pas le recevoir. Mais vous devriez normalement recevoir un pop-up avec un formulaire par rapport à l'événement du 26 octobre. On espère vous retrouver le 26. Tout ça, c'est pour vous et par vous. Donc, posez vos questions. Il y a un LinkedIn, il y a un groupe LinkedIn qui existe, il y a un groupe Meetup qui existe. Dedans, il y a des conversations. Si vous posez vos questions à l'intérieur, ça va nous permettre de mieux comprendre les sujets sur lesquels on doit vous proposer. Plutôt que de vous renvoyer des formulaires sans arrêt qui vont traîner dans vos courriels et que vous n'allez pas prendre le temps de répondre de toute manière. On a déjà des outils. LinkedIn, c'est pas mal le plus important aujourd'hui. Utilisez le LinkedIn, posez vos questions et ça nous permettra de mieux comprendre de quoi vous avez besoin pour les prochaines sessions. OK? Good. Mario, une dernière question? Ou Stéphane? Ouais, je veux juste savoir s'il y en avait d'entre vous qui allaient au Summit Community au mois d'octobre. Lequel? Au Ignite ou? Le UG, là, UG Summit. Ah non, le UG, moi, j'y vais pas cette année. Non. C'est plus Power Platform, puis plus Dynamics, là, donc c'est vrai que... Mais cette année, non, moi, j'y vais pas. Mais on s'en reparle là-dessus, Stéphane. Ouais, moi, j'y vais, là. OK. Super. Tu pourrais peut-être nous faire un retour là-dessus. Ça pourrait être intéressant. Ah oui, on peut regarder ça. Prochaine session, c'est bon, on l'a. C'est bon, pour le 5 novembre, on a un sujet, c'est Stéphane. T'es pas du tout obligé de faire 45 minutes, Stéphane. T'as juste à nous faire un petit compte-rendu, de savoir ce que tu as fait, c'était quoi l'intérêt d'y aller, puis qu'est-ce que tu as découvert là-bas, puis ça sera super. On regardera ça. OK, on reste en contact, Stéphane. Oui. Mario? Oui, pour l'inscription au Community Day, c'est-tu sur LinkedIn? Pour l'inscription, vous allez recevoir... normalement, c'est sur Meetup pour l'instant, mais dans les prochaines semaines, on est en train de finaliser le Run Event. Vous allez recevoir un lien, donc une invitation dans votre courriel, et vous avez juste à suivre les indications dans le courriel. Vous allez juste pouvoir acheter un billet gratuitement sur Run Event, et vous allez voir, la plateforme est super bien mise en place. Mais moi, c'est la même plateforme Moi, je parle pour les prochaines fois, si je vais avoir accès au chat. Pour le chat, non, je vais te renvoyer l'invitation, mais il faut que tu aies un compte sur msfcommunity.com. MSF Community. Il me semble que tu avais créé un compte. Il y a déjà un compte, je pense. Oui, mais ils me l'ont bloqué. Mario.rousseau. On va voir ça à part, Mario, si tu veux. On va regarder à côté. OK? Oui. J'arrête l'enregistrement. C'est bon pour tout le monde? Donc, merci beaucoup pour votre participation.